Retour dans la semaine de l'écho, je suis toujours en compagnie de Natacha Valla, qui est économiste à l'école de l'économie de Paris, John Palassin, conseiller régional et ancien conseiller d'Arnaud Montebourg, Philippe Chalmin, professeur à l'université Paris-Dauphine et directeur du rapport Cyclope sur les marchés mondiaux. Montée en force de Xinjiang, numéro 1 de l'hôtellerie chinois dans le capital d'Accor. Eh bien, c'est la toute dernière conquête chinoise en France. Elle inquiète le gouvernement et pour cause. Les achats chinois ont doublé en Europe en moins de 6 mois. Alors, faut-il redouter une telle accélération? Et face à ces offensives, l'Europe est-elle démunie? Je vous propose d'écouter le ministre du Commerce chinois ainsi que le secrétaire au Trésor américain. Et on en débat ensuite. Les investisseurs étrangers se demandent souvent s'ils sont les bienvenus en Chine lorsqu'ils trouvent une réglementation de plus en plus dure. La Chine reste la destination la plus prometteuse pour l'investissement cette année et l'année prochaine. La Chine reste d'autant plus attractive pour les investisseurs étrangers que le pays met en place des réformes et s'ouvre de plus en plus. Bon, c'était porte-parole du ministre du Commerce chinois, John Palassin. On voit qu'il veut rassurer, en tout cas, ce porte-parole du ministre du Commerce chinois. On sent bien qu'il y a un problème de réciprocité tout de même. Là, il y a une accélération de ces investissements chinois en Europe. Est-ce qu'il est aussi facile pour les Européens, finalement, d'investir en Chine? Ça sera une des questions. Et puis surtout, est-ce que ça vous inquiète de voir que, finalement, il y a 170 milliards de dollars de chiffre d'affaires cumulé de fleurons européens dans la main des Chinois et qu'en 5 mois, les acquisitions de la Chine ont atteint le double de celles de 2015. Il faut aussi rappeler que pour beaucoup d'entreprises françaises, la Chine est un Eldorado dans lequel il suffit de s'implanter dans quelques villes moyennes pour voir son chiffre d'affaires augmenter significativement. Donc la question chinoise est une question compliquée. Il y a toujours des gagnants et des perdants à la question chinoise. Non, le principal enseignement de l'évolution du regard qu'on porte sur nos relations avec la Chine, c'est peut-être la fin de la naïveté. On a longtemps pensé, on a longtemps dit, mais bien sûr qu'il faut libéraliser, s'ouvrir, il faut échanger de plus en plus, comme si c'était ce qu'on a appelé la mondialisation heureuse et que les choses allaient bien se passer. On se rend compte que c'est de la réelle économie, comme il y a de la réelle politique, et qu'il faut se battre pied à pied. Il y a du dumping par les Chinois, ils ont des surcapacités, il y a des risques qui peuvent faire courir à nos économies, et il faut engager des négociations et des discussions dures. Ensuite, moi, j'ai toujours des difficultés à m'inquiéter du fait qu'il y ait du capital qui veuille s'investir en France. Si on sait protéger nos brevets, si on sait protéger nos marques, si on arrive à nous-mêmes nous doter des capacités d'investissement suffisantes pour rester dans la course, alors on ne peut pas forcément regretter que les Chinois investissent en France. Mais il faut se défendre. Et c'est l'ancien conseiller d'Arnaud Montebourg qui parle. C'est ce qu'on a fait. On est allé chercher des investisseurs chinois pour investir dans nos fleurons parce qu'ils voulaient le faire et qu'ils admiraient la France et son économie. Philippe Chalmin, vous n'êtes pas plus inquiet? Cette accélération tout de même, est-ce que ça veut dire que l'Europe est attractive ou est-ce que ça veut dire que finalement on brade nos pépites? Non, attendez. D'abord, et John avait totalement raison, on a eu longtemps vis-à-vis de la Chine un comportement largement néocolonial. On se disait, on va leur apprendre. Donc, c'était une sorte de terra incognita. Il suffisait d'aller y investir et on ouvrait et ça marchait et on a gagné quand même beaucoup d'argent. Maintenant, les entreprises chinoises sont tout à fait de taille mondiale et donc assez légitimement, elles commencent à s'intéresser à des fleurons, surtout lorsque ceux-ci sont en situation moyenne. Bon, là on a cité Accor, on aurait pu citer le Club Med, mais à la limite il y a eu plus important pour moi, l'achat par ChemChina de Syngenta, l'un des numéros 1 mondiaux de l'agrochimie. Dans le domaine que nous connaissons sur Cyclope, c'est-à-dire le négoce international, les Chinois sont en train de construire une des plus grandes boîtes de négoce agroalimentaire au monde. Alors l'Europe est-elle suffisamment protégée? Est-ce qu'il y a une réciprocité entre les deux? Est-ce que finalement les Européens peuvent investir en Chine de la même manière? À ma connaissance quand même, les Européens ont pu investir en Chine. Le problème de la Chine, c'est qu'on ne sait jamais exactement avec qui on parle en Chine. Vous avez tout ce problème de ce qu'on appelle, c'est la grande réforme de Xi Jinping aujourd'hui, les SOE, les State-Owned Enterprises, qui sont contrôlés par l'État, par les provinces, par les municipalités. On ne sait jamais très très bien quel est le partenaire que l'on a en face de soi. Mais regardez les grandes entreprises françaises. Je prendrai un domaine comme celui de l'eau, par exemple, qui sont les grands étrangers dans le domaine de l'eau, c'est Veolia et Suez. Donc, il faut quand même des très gros raison garder.
Natacha Valla, est-ce que l'État doit avoir un rôle? Parce que c'est vrai que l'État s'inquiète finalement de cette montée au capital du chinois au sein d'Accor. Alors, l'État s'inquiète, l'État regarde et c'est légitime. Il y a quand même des valeurs qui sont cotées en bourse, des grosses entreprises qui ont une envergure mondiale et il faut être informé de ce qui se passe. Ça, c'est complètement légitime. Cela dit, je reviendrai sur un point qui a été fait. Dans le fond, c'est quand même plutôt bon signe que des investisseurs internationaux, dans le contexte actuel, on a des doutes assez conséquents sur la pérennité de l'Union européenne avec le Brexit ou le vote qui arrive dans quelques semaines, sur la pérennité de la zone euro, on n'a pas de solution institutionnelle dans les mois à venir. Malgré ces doutes fondamentaux-là, on a des investisseurs internationaux qui savent voir loin et qui savent intégrer dans leur vision stratégique à long terme de diversification de la croissance des entreprises européennes, dont des entreprises françaises. Donc là, ça veut dire aussi que les prix sont attractifs en Europe. Alors aussi, il y a cette question-là. Moi, je pense qu'il y a plus une question de diversification dans le portefeuille sectoriel, dans le portefeuille des devises. Il ne faut pas oublier aussi que la Chine possède pas mal de dettes publiques françaises. Dans le fond, ces liens capitalistiques entre les grandes zones monétaires, ils existent. Ils sont, contrairement à ce qu'on peut croire et dire, au moins aussi intenses qu'avant la crise, si ce n'est plus. Il faut simplement en avoir conscience. Il faut effectivement surveiller qu'ils puissent être réciproques. Et là, effectivement, on a un levier d'action sur ce qui arrive chez nous. On a moins de levier d'action sur les pays vers lesquels Vous dites moins de levier d'action lorsque ça va chez eux. C'est un petit peu plus compliqué dans certains pays, notamment en Chine. On avait exactement la même discussion il y a 30 ans en ce qui concerne le Japon. Le Japon, à l'époque, souvenez-vous l'époque où les Japonais avaient acheté le Rockefeller Center. Oui, les Américains étaient très inquiets, mais moi je m'interroge quand même sur la question. Il ne faudrait pas pour autant en revenir à une vision libérale et naïve et se dire que la Chine est une économie et que la Chine est une économie de marché. La question qui se pose, moi je suis assez, je me félicite assez de ce qu'avait dit le Parlement européen. Il ne faut pas non plus être naïf dans un pays où quand vous avez un krach boursier. Le gouvernement interdit aux plus gros porteurs d'actions de vendre pendant 6 mois. On ne peut pas se battre, on ne peut pas trouver des prix bas si un gouvernement peut faire ça. Ouais, non, mais, et qu'il faut quand même être vigilant. Les marchés financiers en Chine sont quand même assez... Là où je vous suivrai par contre, c'est quand il s'agit des exportations chinoises, et l'exemple de l'acier aujourd'hui est quand même tout à fait intéressant. Manifestement, on a des surcapacités d'acier en Chine. Ils font, il n'y a pas que d'acier, d'aluminium et de pratiquement tous les métaux non ferreux. Aujourd'hui, ils font du dumping sur les marchés mondiaux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction. Sont-ils condamnés pour cela, Philippe? Mais attendez, aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place des droits anti-dumping avant. Et puis après, on discute. Alors, en Europe, on a mis en place une commission d'enquête. Oui, donc ça sera un modèle pour l'Europe, justement, cette protection américaine? Le Parlement européen a quand même pris position, ça vient d'être rappelé. Enfin, oui, malheureusement, nos institutions européennes renvoient la balle au 28 pour savoir ce qu'on fera de ce refus. Alors ça, on peut le déplorer, mais c'est pas à cause européennes. C'est pas la faute. Il y avait cette décision. L'Europe doit peut-être mieux... On verra ce que les États, en fonction du profil de leurs économies, intérêt ou protection par rapport à la Chine, fera. Mais en 2012, quand... Arnaud Montebourg et nous, on disait attention à ce qui se passe sur l'acier, qu'on a écrit au commissaire européen sur l'acier. On nous disait, enfin, vous êtes vraiment de la vieille école, vous êtes protectionniste, regarde, vous ne comprenez rien à l'économie. Et on a laissé passer 2 ans, voilà. Et on est moins naïf. Vous me rappelez, on est moins naïf. Monsieur Breton, souvenez-vous de cette phrase immortelle lorsque Mittal avait lancé son OPA sur Arcelor, il avait dit nous allons lui apprendre la grammaire de l'économie. Allez, on passe à Jérôme Kerviel. Première victoire judiciaire et ô combien tout de même retentissante et étonnante pour Jérôme Kerviel, puisque la Société Générale est condamnée à verser 455 000 € à l'ancien trader. C'est une décision du Conseil des prud'hommes qui condamne la Banque française pour avoir licencié l'ancien trader sans cause réelle ni sérieuse. Une décision scandaleuse, affirme l'avocat de la banque. La responsabilité de la banque est-elle avérée dans ce jugement, Philippe? Écoutez, je ne suis pas un juriste. J'aurais quand même tendance à trouver que là, les prud'hommes ont gentiment charrié. Parce que la faute réelle et grave de Kerviel, elle est, me semble-t-il, évidente. Enfin, il a été condamné en 2010, puis condamné en cassation, en appel et en cassation. Que, effectivement, la thèse de la Générale, c'est-à-dire nous n'étions au courant de rien, ne tiennent pas la route, j'en conviens totalement. Kerviel, me semble-t-il, ne peut avoir fait un trou pareil sans qu'il y ait un certain nombre de signaux d'alerte qui se soient déclenchés. Donc, il y a au minimum faute partagée, que la Générale le mette à la porte pour faute grave,
et qui n'ait pas quand même d'indemnité de sortie me paraîtrait assez légitime. Et honnêtement, là, je ne sais pas ce qu'il en a été au niveau des prud'hommes, mais je trouve que cette décision est absurde. John Palassin. Alors, moi non plus, Après je suis 8 ans de procédure, 8 ans de procédure. Mais je crois qu'on m'a expliqué la décision, et ce que porte la décision, c'est que on ne peut pas licencier quelqu'un pour faute grave dans un délai excédant 2 mois. Non, mais Voilà. c'est important. Il y a prescription. Excédant 2 mois. Non, le problème n'est pas tant du côté de Jérôme Kerviel, de ce que nous enseigne la décision, sur ce que savait la générale. S'ils n'ont pas attaqué Kerviel pendant 2 mois, c'est sans doute qu'ils savaient quelque chose. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'entre la faute et les manquements d'un homme, et la faute et les manquements d'une institution aussi importante que la générale, quand on sait les pertes qui ont été passées en même temps que les pertes de Kerviel, dont on a beaucoup moins parlé dans certains départements de la banque, je me dis qu'il y a un traitement inégal et que cette décision vient quand même poser la question de ce qu'a fait et de ce que savait la générale. Natacha, 30 secondes. J'ai pas grand-chose à dire sur la décision des prud'hommes, c'est vraiment une question de spécialistes et de procédure. Je voudrais simplement dire que pour ce qui concerne ce genre de risque qui court aujourd'hui sur le système bancaire, il y a d'autres dossiers qui sont autrement plus importantes. Je pense notamment encore au lien entre les souverains et les banques, notamment à toutes les discussions qu'on a sur le système d'assurance des dépôts, etc., où les encours sont beaucoup plus importants, où les risques systémiques sont beaucoup plus importants, et les risques sur les institutions spécifiques le sont tout autant. Je pense qu'il faudrait qu'on concentre nos On donne énergies. trop d'importance à cette affaire Kerviel, ce que vous Mais dites. bien sûr, alors ça devient un peu un fait de société, une sorte de règlement de compte contre les banques, contre les traders, sur les systèmes de rémunération, etc. Voilà, remettons les choses un peu dans le cadre général. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.